Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir à tous. Nous avons l'immense plaisir de vous retrouver ce soir une nouvelle fois pour le nouveau rendez-vous incontournable de la jeunesse juive engagée, RJM Radio Jeunesse Marseille. Un pari un peu fou qui réveille les esprits et qui engage la jeunesse et surtout qui donne la parole à nos jeunes qui n'ont certainement pas la langue dans leur poche. L'émission de libre expression sans filtre et fougueuse, à l'image de sa jeunesse militante fédérée par le Fonds social juif unifié, le FSJU. Dans cette émission, les esprits s'ouvrent et les points de vue s'élargissent. 55 minutes de talk, de débat, de divertissement et même de travail de mémoire. Le média de liberté d'expression pour la jeunesse militante et engagée, où l'on en ressort grandi. Bonsoir à tous, je suis Benjamin Sidbon, coordinateur pour le Fonds social juif unifié, et ce soir, RJM, Radio Jeunesse Marseille. Dois-je encore le répéter, une émission encore plus dense que d'habitude, avec une table dont on est fier parce qu'on a encore des nouveaux et c'est cool. Des nouveaux qui, comme d'habitude, nous disent non, mais moi je veux pas trop parler, nanana. Et finalement, sont plus loquaces que certains chroniqueurs qui sont là depuis le début. Donc c'est cool. On est content de recevoir tout le monde. Avant qu'on fasse la présentation de tous les chroniqueurs autour de cette table, on va faire, comme d'habitude, le squelette de cette émission. On a préparé un débat qui nous concerne tous, dont on est tous, je dirais, victimes aujourd'hui. Alors surtout nous, avec notre prisme de la jeunesse, qui est l'inflation. Est-ce qu'on est arrivé à un point de non-retour ? Qu'est-ce qu'on en pense, nous, jeunes, qui sommes vraiment dans, je dirais... Nous, jeunes ? Ah, je suis plus dans ce groupe-là, c'est ça qu'on est en train de dire ? Très bien, merci beaucoup. Ça me touche, mais je comprends. Très bien, je fais plus partie de ce groupe. On va en parler tout de suite après. On a bien évidemment le grand retour de la minute coup de gueule de notre ami Jonas. Alors c'est une minute que tous les auditeurs adorent, que tous les auditeurs s'arrachent. Je crois même qu'on en fait des montages, qu'on présente dans des soirées un peu mondaines, etc. Donc voilà, on aura le plaisir encore ce soir d'avoir une minute coup de gueule Jonas. On a une minute mémoire qui est préparée par Eden. Et on est très content qu'Eden nous prépare des minutes mémoire parce que voilà, c'est sa deuxième. Et deuxième, voilà, c'est ça du bizutage, petite minute de préparation sur l'esclavagisme. Une minute culture. Alors là, on ne la présente plus, mais on fera quand même une présentation, je dirais, politique, publique, de Dina, sur Transatlantique. Une minute Torah, préparée par Dan. Très, très, je dirais, anecdotique, mais peut-être aussi une minute presque... on est dans un écran de fumée, on ne sait pas de quoi on va parler. Le thème, c'est papillon. Ouais, c'est un peu de mystère comme ça. Ouais, on aime bien. C'est pas si mystérieux. On aime bien. Très bien. Mais c'est kiffant. Et on finira par, bien évidemment, la minute promo. Voilà pour ce squelette d'émission encore une fois dense. Mais on est très très content de vous revoir encore ce soir et d'être encore plus nombreux autour de cette table. Donc sans plus tarder, passons à la présentation des chroniqueurs. Et comme toujours, galanterie oblige, on se tourne vers les nouvelles. Judith, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. On parle bien dans le micro, hein, c'est très audible et surtout, bonne première émission. Merci. Judith, qui es-tu ? Moi, je suis Judith Cazès et je suis la responsable des EI de Marseille. Waouh, c'est incroyable. Parce que nous, on était habitués à voir dans cette émission que des ex-responsables qui sont là depuis 20 ans, qui lâchent pas l'affaire. Donc, on est content d'avoir des gens qui sont vraiment responsables. Donc, c'est quoi être responsable des EI aujourd'hui ? Il y a combien d'enfants qui sont aux EI ? Là, à actuellement, on a beaucoup d'enfants. Les camps se doublent, voire se triplent. Waouh. Dans les branches, pour la branche des petits et la branche des adolescents. Mm-hmm. On a aussi une bonne quinzaine d'animateurs. Ouais. Et c'est, les EI, c'est préparer des activités un dimanche sur deux et animer des enfants pendant les camps. On veut des chiffres. Combien ? Il y a combien d'enfants ? Ouais. On est là sur qui porte en camp, on est à 180 enfants marseillais. C'est une multinationale. Ouais, vraiment. On est sur le groupe le plus en vogue de tous les mouvements de jeunesse. À Marseille, oui. Bravo, j'aime quand ça clash comme ça. C'est beau. Du coup, derrière, on va pouvoir parler des autres mouvements de jeunesse. Dina ? Alors toi déjà, est-ce que tu peux nous dire de quel mouvement de jeunesse tu es parce qu'on ne sait plus? Alors, je suis évidemment Boguerette au sein de la Bonne Dror. Ça, on ne sait plus. Bien que ça vous fasse rigoler, sourire ou quoi que ce soit, évidemment. Je porte les valeurs du Dror, je les vis, je les aime. Le Dror, je t'aime. Et Daniel surtout. Et Daniel et ses sandales, surtout. Daniel Sandal, comme on le surnomme. Très bien.
Donc voilà, Dina Sobaoun. Oui, mais est-ce que tu peux expliquer pourquoi on ne sait pas dans quel mouvement tu es? Non, moi je vois pas. Parce qu'il me semble que dans tes semaines, tu es plus dans un autre mouvement que au Dror. Elle a choisi le meilleur mouvement, c'est tout. Non, Elle a su reconnaître. Olami, c'est pas un c'est ça mouvement. C'est pas un mouvement. C'est pas un mouvement, Olami? C'est un lieu de rencontre entre jeunes, entre étudiants. Ouais. Et donc voilà, je suis jeune, je suis étudiante, pas comme certains. Oula. Et voilà. Oula. Certains qui Ça d'ailleurs clash, non qui représentent d'ailleurs Olami, mais qui ne sont ni jeunes ni étudiants. Oula. Je crois qu'on dérive là. Oh là là. C'est pour ne pas m'avoir laissé cette Moi, place. je comprends pas quand on est en... Merci. Quand on est en rattrapage en étant étudiant, est-ce qu'on est considéré comme un étudiant? Je sais pas du tout la vérité. Est-ce que d'ailleurs quand on fait des peintures pendant Shabbat, c'est considéré même comme juif finalement ou pas? Oh là là. Oh là À Radio JM, moi je sais pas. Oh là là là. Cette émission commence très très bien. Je crois qu'on a des minutes coup de gueule un peu partout là. Ça va clasher. Jonas, il a découvert sur nous tous. Génial. Bon, galanterie oblige. Merci Dina pour Avec cette plaisir. vaste présentation. Eden, deuxième émission, bienvenue. Merci. Alors toi, dis-nous qui tu es pour ceux qui n'ont pas encore ton compte Instagram perso. Elle a bugué. Moi, je m'appelle Eden Yayish. Je suis double diplômée en économie et en droit. Ouais. C'est bon. Et J'ai mis les points sur les i là. Et je suis, pour information aussi au passage, secrétaire générale et trésorière de la section Florida. Ok, section Florida pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la beuverie. La section tard. Florida, c'est une association qui organise et relaie des événements étudiants sur Aix-Marseille. Et en fait, notre but, c'est de rassembler le plus possible d'étudiants pour venir à nos soirées. Et notre devise un peu, c'est de rassembler des étudiants un peu de partout, pas forcément que d'un seul BDE, mais tous les étudiants entre eux. Ok, génial. Vous êtes un point, je dirais, d'information de tous les BDE, ou est-ce que vous organisez aussi des soirées? On est un point d'information entre tous les BDE Ouais. en organisant Ah oui. Alors là, des soirées. Léo Benamou, qui devait être là ce soir, mais qui est comme d'habitude en retard, n'est pas là, mais c'est pas grave. Moi, je veux savoir où ça en est, cette soirée BDE, section Florida, UEJF, machin, tutti quanti. Eh bien, nous ne dévoilerons pas les informations le temps qu'elles ne seront pas concrètes. D'accord, donc ça n'a pas avancé. Mais non, Ah. il y a une avancée, Ah, mais pas me porter l'œil. ah, J'attends de voir les choses comment elles vont. Mais Ok. si tout va bien, on se retrouve la 3e semaine de juin pour ah quoi, il y a une fêter, date déjà de poser et tout, mais tu veux pas trop en parler. On Ok. verra. Bon. Écoute, la superstition de la section Florida. 3e semaine de juin ou 4e, on verra. Allez, génial. On va passer à notre décorateur à nous. Notre décorateur d'intérieur, Nathan. Ah, salut, je m'appelle Nathan Farouz. Comme tu l'as dit, je fais des études de décoration d'intérieur. Et Et toi, t'es dans un mouvement? Non. bah, Et- comme a dit Gina, c'est pas un mouvement. Fréquente Olami. On fréquente Olami. Olami, Comme je c'est national, attends, Mais c'est pas comme- que à Marseille, c'est multinational. multinational. C'est ça. C'est international, multinational. Olami, c'est incroyable. En fait, c'est international parce que de Merci Olami. Mhm. Ouais, bah voilà, comme je dis à chaque émission, je fréquente Olami. Bravo. Et occasionnellement, je remplace Dan. Oui. Sur la Minotaura. Dan qui Ah n'est oui, voilà. plus si. Si, je suis là. Merci Voilà. pour la transition sympathique. Alors Dan, vas-y. Ouais, bah oui. Donc toujours membre Olami, Dan Bensoussan, voilà, présent à cette émission. Merci à tous et merci à toi pour l'organisation de cette émission, bien évidemment. Voilà, je ne laisserai pas ma place de représentant d'Olami, ni à toi, ni à toi. Elle représente C'est le mort. droit. Sachant que je suis plus à Olami que toi. Mais ça, C'est ça vrai. prend de Ouais. débat. C'est Ah, vrai, pour c'est ma part, vrai. moi aussi. C'est vrai. Mais voilà, je reste quand même le représentant et j'ai été pendant de nombreuses années et je ne cesserai de les remercier pour tout ce qu'ils ont organisé pour nous à Marseille, Waouh. pour nous et pour les gens. Ah ouais, c'est une vraie déclaration d'amour. J'avoue que si je suis à Olami, c'est grâce à Dan. Oh, J'avoue que moi aussi. c'est vrai? Bah oui, c'est le. Ah bah oui, puis, la scène de con. oui, c'est vrai. Excusez-moi, Complètement. vous prendrez un café après, hein, parce que là c'est la présentation de l'émission la plus longue de toutes les émissions. Jonas, Et il fait bref, 35 degrés ici aussi. super. On n'a pas mis la clé. Je m'appelle Jonas Serap et Comme des mascarades. du coup
Je représente un peu toujours les EI, mais en tant qu'ancien responsable. Ah, maintenant tu marches sur des œufs hein, quand Judith elle est là. Hein. Non, mais c'est bon, je vais pouvoir laisser Judith faire les émissions à ma place. Voilà. Là, elle vient de comprendre que la prochaine fois, elle va devoir préparer une minute. La minute Judith. La minute ZI. Merci les amis pour ce... Alors là, c'est un roman fleuve, hein. C'est la pire représentation de tous les chroniqueurs. Merci infiniment, mais je crois que tout de suite, sans plus attendre, on va passer au débat. Le débat. On va parler ce soir d'un sujet qui nous concerne tous, qui est le sujet de l'inflation. Aujourd'hui, alors c'est marrant, on se faisait la réflexion en préparant l'émission, on se disait, il y a 2 ans, on avait les gilets jaunes dans la rue qui criaient, qui bloquaient absolument tout, qui faisaient des barbecues merguez en plein milieu des ronds-points, parce que on avait, il y avait un prix d'essence qui était autour de 1,50, là on a dépassé, on est presque à 2 € prix de l'essence, on avait une inflation qui était quand même soutenue. L'inflation déjà, qu'est-ce que c'est ? On va le dire en préambule, c'est lorsque les prix augmentent globalement et non uniquement sur le prix de quelques biens et services. Quand tel est le cas, avec le temps, chaque euro permet d'acheter moins de produits. Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. Donc on a un peu regardé ce qui se passait dans l'actualité, on a essayé de comprendre ce que c'était que l'évolution des prix dans l'alimentation, dans l'essence. Là, le prix de l'essence a atteint un prix record, on dépasse le prix du mouvement des gilets jaunes. Les produits de grande consommation ainsi que les produits frais ont augmenté en avril de 17,6% depuis avril 2022 et de 21,2% depuis 2 ans, donc depuis avril 2021. Donc là, on est sur des prix qui flambent, etc. La jeunesse, à mon avis, peut-être que vous allez me dire le contraire, mais je pense, est ultra concernée par ce type de sujet. Avant qu'on commence vraiment à rentrer dans ce débat, on va parler en fin de compte de cette minute coup de gueule de Jonas qui trépigne d'impatience de nous parler de ces sujets-là, parce que finalement, on a 2 sujets en un, on a l'inflation, on a le prix de l'alimentaire, et en plus de ça, dans le cachère. C'est 2 sujets qui s'entrechoquent, et je crois que c'est le sujet sur lequel tu voulais réagir ce soir, Jonas. Exactement, Ben. Alors, ce soir, je vais revenir sur l'histoire un peu de la cache-route qui ont tendu la communauté juive de Marseille. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est un sujet sensible, c'est pourquoi je ne donnerai pas raison ou tort à qui que ce soit. Donc pour commencer, ça a commencé à être avant Pessah, le Rav Madar de la synagogue Or Torah de la rue Liandier, il a ouvert une boucherie solidaire afin de vendre de la viande à des prix plus abordables. En effet, aujourd'hui, les prix sont vraiment, enfin dans toutes les épiceries cachères sont vraiment super chers pour la viande. Et il y a beaucoup de personnes et de familles qui n'ont pas le luxe de s'offrir de la viande pour Shabbat et pour les fêtes au moins. Cependant, la viande, dans cette boucherie, elle n'est pas certifiée cachère par le consistoire. Et là, du coup, la boucherie ne paye pas la redevance au consistoire que chaque épicerie comme Superca, etc. doit payer au consistoire sur la viande et sur les poulets. Un petit rappel au niveau de la halakha, de la loi juive, les séfarades, ils doivent manger de la viande glat ou halak, normalement c'est obligatoire, alors que les ashkénazes non, ils n'ont pas ce problème-là. Glat ou halak, en fait c'est par rapport, je crois, au poumon, c'est un truc plus spécial, plus poussé. Donc nous on a cette obligation-là. Donc du coup ça pose déjà aussi un problème, parce que cette viande-là qui est proposée dans cette boucherie-là ne pourrait pas concerner tout le monde. Bon, du coup tu as commencé avec un communiqué du consistoire avant Pessah, qui a alerté sur l'inflation, qui a rappelé les prix des redevances qu'ils imposaient aux épiceries cachères, et rappelé le rôle du consistoire dans la cache-route, sans vraiment viser, pour moi il visait pas le Rav Madar, mais tout de suite tout le monde est tombé un peu sur le consistoire, a commencé à mal parler sur le consistoire, parce que ils sont excités en disant que oui, c'est clairement pour viser le Rav Madar, il paye pas la redevance, etc. Donc beaucoup d'excitation pour rien. 2 mois plus tard, donc là il y a une semaine, le consistoire, ils ont fait un communiqué rappelant que la boucherie n'était pas sous sa surveillance et c'était un peu dédouané de toute responsabilité. Un des rôles du consistoire est de certifier la cache-route. Il était dans son rôle de communiquer sur le fait qu'il ne certifiait pas la cache-route. Comme ça, ils n'ont pas la responsabilité. Les gens, ils se sont excités encore plus devant le consistoire, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc consistoire, on s'excite. Ils ont dit qu'ils étaient contre le Rav Madar, parce qu'ils ne payent pas les redevances, etc. Certaines personnes aussi, on va pas citer les noms, mais on fait des vidéos sur les réseaux sociaux, et je trouve que ça dessert la communauté de se frapper dessus devant tout le monde. Je pense qu'on a assez de problèmes comme ça dehors que pour s'en rajouter. Donc du coup, après le coup de grâce, ça a été donné vraiment 3 heures avant Shavuot, une takana écrite en rouge énorme par le consistoire, disant que c'était pas cachère, qu'il fallait jeter recachériser la vaisselle,
et que la viande qui était vendue, donc dans son globalité, ce qui n'est pas vraiment le cas, n'était pas cachère. Le Ramadan, il se défend, donc ils envoient des papiers, des preuves, des machins, tout ça. Donc un vrai carnage avant la fête et après la fête. Donc un peu, moi je trouve que le problème en fait, du consistoire, ça a été de la forme. Mais dans le fond, le consistoire a bien fait parce que s'il y avait un doute, c'est leur rôle de prévenir la communauté si la viande n'est pas cachère. Après, moi, là-bas, je suis pas un grand défenseur du consistoire. Il y a beaucoup de trucs qu'on peut leur reprocher. Mais c'est leur rôle de certifier la cache-route. Après, un peu comme dans tout, il y a beaucoup de restos cachers, de pizzerias, etc., qui n'ont pas la théouda, mais que ça marche un peu à la confiance. En fait, moi, je pense que les gens qui vont manger chez Ramadar ou dans des restos qui n'ont pas la cache-route, c'est par confiance, même si, en soi, la théouda reste quand même une base principale. Donc, pour conclure, le consistoire, il était dans son rôle, s'il existait un doute sur la cache-route, de communiquer auprès de la communauté. Cependant, toutes ces histoires sur les réseaux sociaux ne sont pas une bonne chose parce que ça va faire du mal à la communauté, ça donne de quoi dire aux antisémites. Certaines personnes aiment envenimer les choses, cependant, un vrai sujet qu'est la cache-route, il faudrait soulever le fait qu'il existe quand même des choses un peu obscures qu'on connaît pas. Voilà. Alors, merci pour cette minute coup de gueule, parce que c'est vrai qu'en ce moment tout le monde parle de ça, on n'a pas assez de hauteur, on n'a pas assez d'éléments nous pour prendre position sur des sujets là. Alors j'aimerais qu'on prenne nous un peu de hauteur pour parler de cette inflation. Je voudrais savoir, selon vous, comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y a plus personne dans la rue pour parler de l'inflation? Pourquoi il y a 2 ans on faisait des merguez sur des ronds-points? Parce que ça coûte trop cher. C'est vrai, meilleure réponse. Je trouve que c'est en fait parce que les gens ont finalement c'est les un pouvoir d'achat moins important, donc ils vont plus faire de grève. Non. Honnêtement, en tant que étudiante, je vis encore chez mes parents. Du coup, honnêtement, moi, l'inflation, je sais pas, les courses, je les fais pas. C'est pas moi qui les fais, donc je sais pas. Après, peut-être que, et c'est évident qu'avec la crise sanitaire, avec la guerre en Ukraine, avec du coup l'inflation qui suit quoi. À chaque fois qu'il y a une crise, du coup, ça impacte le porte-monnaie des Français, et peut-être qu'on s'est rendu compte que quand on agit dans la rue, souvent ça n'a pas forcément de conséquences. Exactement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit plus léger les jeunes. Tu es d'accord avec ça, toi? Et leur merguez. Oui, je la rejoins complètement sur ça, parce que je pense aussi que l'inflation, tu sais, elle se mélange à beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a l'inflation, mais il y a aussi il y a la crise, il y a eu ce qu'il y a eu avec la réforme des retraites, et je pense aussi que le peuple français, il y a un vrai désamour du président actuel, tu vois. Je pense vraiment que ça doit jouer beaucoup, surtout au vu de tout ce qui s'est passé en France et de comment on a essayé de régler les choses au début avec l'inflation. Et quand on voit comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, on voit bien que les choses elles bougent pas comme elles devraient bouger. Et finalement, est-ce que ces manifestations, tout ce bruit, tout ce qu'on essaye de faire pour faire bouger les choses, si ça mène réellement à si peu de changements, pourquoi le faire quoi. Donc c'est là où pour vous, ça sert à rien de toute façon de manifester parce que ça mènera à rien. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que la manifestation ne servait à rien. Le concept de manifestation est très intéressant parce que se regrouper, je pense, autour d'un même sujet et pour pouvoir parler de quelque chose d'important pour le peuple, c'est quelque chose qu'il faut faire. Maintenant, dans le système actuel, je trouve juste que c'est moins intéressant parce qu'on écoute moins ce que le peuple a à dire pour pouvoir faire régler certaines choses, on va dire, dans le pays comme on le souhaite, quoi. Est-ce que vous, ça vous impacte au quotidien, cette inflation? Est-ce qu'il y en a certains qui font les courses, qui mettent de l'essence dans leur voiture, qui sont vraiment impactés par... Oui, toi, Eden, direct, t'as pris le micro. toi, tu savais que tu voulais nous parler du prix de l'alcool. Voilà. Non, pas du prix de l'alcool. Non, moi, pour être étudiante, j'ai vécu seule pendant 3 ans. Et je suis rentrée chez mes parents, du coup, à partir de ce janvier. Et en fait, j'ai remarqué à quel point, mine de rien, ça m'avait soulagée de rentrer parce que m'occuper de faire les courses, c'est un vrai budget. Et encore, je sais que j'ai mes parents derrière moi, donc heureusement. Mais pour ceux qui ne les ont pas, pour qui sont dans une situation précaire, ça peut être très compliqué. Donc, comment ça se traduit? T'as changé ta méthode d'achat? Est-ce que tu achètes moins de choses? Est-ce que tu achètes plus peut-être de marques de distributeurs? Est-ce que tu vas acheter plus de viande ou moins de viande parce que finalement tu n'as plus les moyens? Comment ça marche? Je suis végétarienne. Ah ouais, c'est fin. Du coup, je mange pas de viande. Je vais cueillir des herbes dehors et je me fais des super quiches. Non, mais par contre,
c'était le fait de. Oui, c'est sûr, on faisait beaucoup plus attention parce qu'on se rend pas compte, mais économiser 1 euro par-ci, 1 euro par-là, bah, sur le mois, peut-être pas sur une seule course, mais sur le mois, ça peut quand même faire de grosses économies. Et en tout cas, moi, je faisais beaucoup plus attention. C'est-à-dire que quand j'ai habité seule après le Covid, je faisais pas du tout. Enfin, je faisais attention parce que je veux pas non plus acheter n'importe quoi, mais rien à voir avec cette année. Et je ressens vraiment, même au niveau des économies, c'est plus du tout pareil. Ouais, bon, là, t'es chez tes parents, donc tu coffres un peu plus, on va dire. Non. Au contraire. Toi, Jonas, qu'est-ce que t'en penses de cette situation? Parce que toi, t'as le même salaire. Ouais. Il a pas bougé. Exactement. Et pourtant, tout a augmenté autour de toi. Bah ouais, rien que l'essence. L'essence, on fait 2 pleins dans le mois et ça prend. Voire même plus. Ça prend, voire même plus, ça prend 20-25% du salaire. Ouais. Et pour un étudiant, moi je suis en alternance, je touche pas grand chose. Et dans ce grand chose, déjà, même si je vais encore chez mes parents et tout, j'ai pas toutes les courses à faire, les charges classiques, il reste pas grand chose à la fin. Ouais. S'il y a une sortie par là, l'essence, il reste pas grand chose. Alors, est-ce qu'on change nos habitudes? Est-ce qu'on mange plus mal? Est-ce qu'on fait moins attention à des produits qui sont bien pour la santé, etc.? Est-ce qu'on se focalise sur des produits qui coûtent pas trop cher? Non, pas forcément, mais on va faire plus attention. Pas sans non plus manger mal, avoir moins des produits qui sont moins bons. Mais on fait plus attention. On va peut-être pas acheter énormément de choses. On va quand même. Je vois ce que tu veux dire. On va pas manger mal. Parce que moi, par exemple, je fais attention à tout ça. Mais je sais pas comment te l'expliquer. Alors, Non, il faut quand même que je dise pour ceux qui nous écoutent et qui nous voient pas que quand t'as dit je mange pas mal, Judith elle a haussé les sourcils. Alors elle veut balancer. Donc ça va Judith, dénoncer. Judith dénonce. Qu'est-ce que t'en penses, Judith? Est-ce de qu'il mange cette mal ou pas, situation? alors Est-ce que on mange plus mal depuis qu'il y a l'inflation? Est-ce que Moi, je trouve qu'on mange plus mal. On Ouais. va plus se diriger vers des produits qui coûtent peu cher, mais qui sont plus rapides à manger Ouais. et moins sains, on va dire, que des produits plus sains. Enfin, on Ouais. va au plus facile, en fait. Exactement. Et au moins Ok. cher. Juste petite info, je Oui. me permets. Ma mère travaille dans la grande distribution Oui. et elle m'a expliqué à de nombreuses reprises que les sous-marques, Mhm. en tout cas c'est la vérité chez Leclerc, que les sous-marques, c'est souvent les mêmes produits issus des mêmes usines et c'est Oui. juste dans des paquets différents. Donc c'est pas, quand on achète un truc chez, bref, on s'en fout des marques, Oui. mais chez truc et chez la marque du distributeur, C'est souvent le bah, même souvent en fait produit. c'est le même truc, Ouais, ouais. issu du même de la même usine. Mhm. Petite info. Merci. En fait, on paye la marque. Mhm. Je sais pas si je peux ajouter quelque chose. Mais fais comme chez toi. Du coup aussi ce qui est important de relever, je pense, c'est qu'avec l'inflation, tout ce qui est hyper discount, tu vois, Aldi, Lidl, tout ça, Ouais. les prix ne font qu'augmenter là-bas aussi, même si c'était des prix intéressants de base. Je trouve que l'écart par rapport à ce qu'il y a maintenant dans les magasins de base, on va dire, il se resserre, tu vois, au fur et à mesure, et ça devient de moins en moins intéressant pour nous d'aller acheter dans ce genre de trucs. Et en effet, je pense que ça incitera pas les gens à toujours, tu sais, acheter les produits qui sont intéressants pour la santé, ou alors qu'on va tracer réellement où le produit il a été fait, fabriqué, et tout, etc. Parce que forcément, tous ces processus-là, c'est des processus qui coûtent de l'argent. Ouais. Donc finalement, on aura vraiment tendance à faire attention à notre budget et à avoir un panier qui soit vraiment, on va dire, logique par rapport à notre budget, tu vois. Vous faites attention à ce que vous mangez ou pas vraiment? Non. Non. Oui. Pas vraiment. Oui, toi Dan, non? Toi Nathan, non? Après moi je On sais que chez moi il y a essaie, beaucoup de mais- trucs bio et tout. Hein. Ouais, mais parce que Voilà. ta mère a travaillé en grande distribution. Ouais, parce C'est que- elle qui fait les courses. Oui. Ok. Nathan, toi tu fais attention, non? Enfin, moi, personnellement, c'est mes parents, je suis chez mes parents, donc c'est eux qui font les courses et tout, Ouais. mais je sais qu'ils font attention Mhm. à ce qu'ils achètent. Enfin, on se permet de temps en temps d'acheter des trucs, mais c'est plus comme quand on était petit, un peu plus avant l'inflation. Ouais. On pouvait acheter plus de choses moins chères. Là, c'est devenu même surtout dans le cachère, quoi, parce que Ouais. on fait surtout les courses dans le cachère. Ouais. On va en parler après, ouais, C'est- exactement. C'est hyper cher. Mhm. Donc moi j'ai peut-être une petite question. Est-ce que vous savez quelles sont les enseignes aujourd'hui en France qui ont la meilleure image prix? Lidl. Lidl. Lidl, ouais. Aldi, je Leclerc. crois. Aldi. Carrefour. Leclerc, Leclerc, ouais. tu dis Carrefour? Non, Non, Lidl, pas Carrefour, 100%, non, ouais. pas Carrefour. Alors qui est le premier? Lidl. C'est sûr. Lidl Ouais, ouais. Eh ben non. Vrai prix des bonnes Ah choses. ouais? C'est pas Lidl. Attends, C'est Leclerc. Ah oui. Ça c'est pour Eh maman. ouais. Eh ouais. Et bah, les grosses communications, ils sont très forts Lidl. Hein. Ils ont même créé une application Leclerc. pour comparer Leclerc, pardon. On Ils trouvait ont pas pour moins cher que comparer, chez etc. Leclerc. Non par contre vraiment c'est Leclerc. pas cher et c'est de la très bonne qualité souvent. Ouais.
Et Effectivement, après il y a Lidl et enfin il y a Aldi. Et en fait, pourquoi c'est assez fou de parler de cette image prix? Parce que 33% des consommateurs aujourd'hui vont dans ces 3 enseignes. Oui. Donc un consommateur sur 3 va chez Leclerc, Lidl C'est ou vrai. Aldi. Mais pourtant, les prix ils augmentent aussi là-bas. tu vois. Et pourtant les prix augmentent là-bas. C'est juste, je pense qu'ils risquent de garder voilà, cette image prix, comme tu dis. Mhm. Mais si les prix continuent d'augmenter, ben, on continuera d'avoir ces habitudes, je pense, d'aller chez Lidl, Leclerc, Aldi, parce qu'on les aura forcément associés à des prix plus bas. Oui. Mais avec le En fait, temps, je pense ça que si reviendra ça même. continue à augmenter, ben, tu vois ce que je veux dire. Comme je te dis, ça se resserre et ça devient de moins en moins intéressant, je pense, avec le temps Mhm. d'aller là-bas. Alors c'est quoi vous vos petites astuces étudiantes pour finalement manger moins cher Oh là là. Ouais, c'est vrai que Dan il est vieux. Mais finalement pour essayer de contourner, essayer de trouver des solutions, des petites astuces Olami. pour Oh là là. c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, je pense que c'est une vraie réponse en Bah vrai. oui, en vrai, bah oui. En plus, on mange cachère. Ouais. C'est les mêmes prix que McDo. Et Donc rappelle quand même cachère, de quoi cachère. tu parles parce que peut-être qu'il y a des De gens- Olami la cafette. Ouais. Donc le Donc il y a une midi. cafette tous les midis. Il y a une cafette ouverte tous les midis, même certains jours fériés. Ouais. Et donc voilà, il y a de tout. Il y a des hamburgers, des panini, des Mhm. sushis, des nems. Genre vraiment, on se la régale. Ouais. Et, Ouais. Je confirme. C'est grave. et ça coûte rien. Enfin, ils sont à perte, je pense. Mais Enfin, 10 euros, on sort, on a mangé. Pour 15. Ouais, voilà. Ah ouais, Même si- pas 10 euros. Ouais, si Ouais, tu Ouais, manges- même pas 10 on est euros. pas si du tu tout manges les pour gars. 10 euros, c'est que t'as pris Non, 3-4 je dis, menus. en gros, non, Ouais. je t'ai dit, en gros, 10 euros, on mange Ah oui, très très bien. Tu manges pour toi aujourd'hui et demain. genre. Voilà. Ouais. Si t'as un gros estomac. Est-ce que vous avez peut-être d'autres astuces ou alors au contraire, est-ce que finalement vous en avez pas et donc finalement vous vous restreignez sur plein d'autres choses? Moi, je pense que d'un côté, il y en a qui disent que c'est en achetant des trucs rapides que on va plus économiser. Mhm. Moi, je suis persuadée, que c'est en achetant et en cuisinant Mhm. que c'est comme ça qu'on économise. Ok, donc toi tu fais des HelloFresh tous les jours? Maman. Maman, fais- ah ouais, bah oui. Non, en vrai, je me suis mise à la cuisine. Mais Ouais. c'est vrai que quand je fais mes courses et que je vais acheter des choses pour que je prépare, ça va me revenir moins cher que si j'ai acheté un truc tout préparé déjà. Mhm. Ça, pour moi, c'est un fait. Il y a aussi les Too Good To Go. Ouais, Ça, c'est Ouais, vrai, ça. tout à Too fait. Good To Go, c'est les paniers là qu'on va acheter à 2-3 euros dans les boulangeries, dans les Lidl. Donc rappelle ce que c'est de l'anti-gaspi. C'est Ouais, c'est ça. c'est un panier anti-gaspi. En gros, Ouais. ils prennent tous les produits qui vont bientôt périmer Ouais. et ils font des paniers que toi tu vas acheter sur l'application Too Good To Go. Ou je Mhm. crois il y a une note, si je dis pas de bêtises. Ouais. Je sais plus. Supercar, ils font pas ça. Supercar, ils font ça. Ah ouais. Ah ouais, je savais pas ils du font tout. ça, mais bon, Let's go. Ah ouais. il faut voir les aliments quoi. Après, ça dépend si tu tombes sur des bons trucs, mais après, je sais Too pas. Good To Et Go, en c'est gros, voilà, T'es remonté contre ça- Super K, toi. Non, pas du tout. C'est juste en ayant fait l'expérience. Ouais. Aïe, aïe, aïe. pas trop Faut, tard. ça a le mérite d'exister en tout cas. En tout cas, ça cachère. mérite C'est une d'exister solution. en Bien cachère. sûr. Bon, après, on peut aller aussi, enfin, chez Aldi, il y a plein de produits qu'on prend là-bas qui Ouais. sont. Vous connaissez aussi cette nouvelle tendance aussi des fruits et des légumes Ouais. moches? Ah, Hein ça me parle ça. Ouais. Ah oui, parce que quand ils sont comme pas beaux, ils sont. tu les vends moins ouais. cher. Exactement. Ouais, ouais. Ouais. Pour pas les jeter, pour pas les gaspiller. Bon après on peut Bah, aussi après, les ça- en vrai, transformer. souvent, hein. les hein. fruits moches, c'est les Ça. bio. Hein. Bah après, les fruits moches, vrai, tu peux bah oui. faire, tu peux les faire en. Ouais, ouais. Ça, Ça m'a dit que c'est vrai. Mais les fruits bio, ils sont plus chers, du coup, ça marche Ouais, pas. les fruits beaux. Oui, d'accord, ok, mais souvent, parce que vu que c'est pas transformé, genre c'est eux les plus moches. Oui, ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Ouais, Non, c'est vrai, je Mais il doit y avoir des fruits encore plus moches. Oui, bon voilà, donc ça, Ouais. ça rejoint aussi l'anti-gaspi. Voilà, et c'est une des manières de. Enfin, de. Mhm. De garder. consommer un peu plus intelligemment. Ouais. Voilà, disons Mhm. ça comme ça. Dans le même ordre d'idée, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font les marchés, tu vois, pour les fruits, vu qu'on vient d'en parler. Ouais. Et ils font exprès, tu vois, d'aller à des horaires, on va dire, de fin de journée. Ouais, fin de marché. À la fin de marché, où Mhm. ils savent très bien que les prix vont descendre parce que les Les mecs personnes, veulent pas le remballer. voilà, ils veulent pas soit les remporter, soit simplement c'est pas emportable. Donc Mhm. du coup, ils vont casser les prix à ce moment-là. Ouais. Ouais, ils vont clairement brader les prix et Tu négocies. ça peut être intéressant à ce niveau-là, mais est-ce Mhm. que c'est vraiment une solution? Je suis pas sûr, quoi. Mais Bah, ça si, aussi, quand même. il va y avoir un afflux énorme de personnes au marché pour les fruits. c'est... Suite à cette émission, on va voir plein de On n'est pas personnes si au marché. influents, je te rassure. Ouais, on mange pas tant de fruits. Mais là, on parle de solutions ok, par personne, donc Mhm. à petite échelle. Mais moi, Mhm. je trouve qu'il peut y avoir des solutions à plus grande échelle. Ouais. Enfin, on l'a vu, il y en a plein qui proposent plusieurs choses. Par exemple, la baisse de la TVA sur certains produits, Ouais. Ouais. comme En l'essence. Espagne. Tu serais pas comptable, toi? Peut-être. Ouais. Non, comme la baisse de la TVA, je crois que c'est l'ami de Ben, hein, pas toi, l'autre. Marine Le Pen qui avait proposé ça. Ah oui. La baisse de la TVA sur le carburant, je crois, de passer de 20 à 5,5 parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ou même,
Il y a certains produits, bon, je sais pas trop lesquels, mais de première cité, parfois qui peuvent être à 20% de TVA, alors qu'on pourrait juste les mettre à 5,5. Ça peut être. En Espagne, ils ont fait à 0% pour Tunis, certains produits de première Tunisiens, nécessité, là. tu vois, pour la TVA. Donc c'est des mesures qui sont intéressantes pour rebondir sur ce que tu as dit. Bah, la première chose que récolte l'État sur les recettes, bah, c'est la TVA. Ouais. C'est la première chose que, avec quoi ils font leurs recettes. Non, mais l'État a prévu pour les bourses, pour les étudiants, de les augmenter, même pour les personnes qui n'avaient pas forcément de bourse, parce que leurs parents travaillent, qui ont une situation, j'ai pas envie de dire correcte, mais qui ont une situation, mais qui ne sont pas éligibles aux bourses. Il y a des bourses qui sont prévues, je crois, même si c'est pas grand-chose, bah, ça peut déjà être ça pour des étudiants, pour manger le midi. Oui, mais voilà. moi je trouve que plus en fait, même pour le truc de la TVA, pour moi c'est pas un truc top, parce qu'en fait il y a un sérieux problème qui est que ok, on va augmenter les bourses, on va augmenter les salaires, on va enlever la TVA, mais du coup c'est des sous qui partent de l'État, donc ça augmente le déficit de l'État qui est déjà énorme. Et du coup progressivement tout va quand même augmenter, parce que si on augmente les salaires sur l'inflation, bah ça veut rien dire. Ça veut même que si, par exemple, je sais pas, ça coûte 2 € l'essence, on a le salaire à 2 000 €, l'essence ça coûte 3 €, on va faire le salaire à 3 000 €. Enfin, c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça s'équilibre, quoi. Ça s'équilibre. Donc, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, rien que le budget de l'État. Bon, je sais, je vous saoule avec ça. Ouais. Non, mais je pense mais non, que il y a un budget. C'est un fait. Il y a un budget à mieux cadrer, à mieux faire, parce que ok, l'État peut continuer à augmenter tout ça, mais à un moment donné, ils vont bien s'arrêter, parce que je crois qu'on a plus de 4 milliards, ou je sais pas combien, même plus, de déficit de l'État. 4 milliards, voilà, oula. C'est beaucoup. C'est des chiffres qu'on n'a même pas à l'émission, quoi. Tu vois, y a plus de... Oui, on est plus à 2 balles près, quoi. C'est ça. J'ai compris. Mais, Et je me posais aussi une autre question. Est-ce que vous, par exemple, vous êtes presque tous chez vos parents, je crois, mais peut-être qu'aujourd'hui vous regardez aller habiter seul, vous confrontez un peu aux taux d'intérêt bancaire qui sont de plus en plus hauts. Là, on est autour de 3-4%. Est-ce que c'est quelque chose qui vous effraie? Est-ce que ça vous freine dans un achat? Est-ce que vraiment aujourd'hui, vous dites c'est impossible de devenir propriétaire vu ce qui se passe en ce moment? c'est très compliqué, à Marseille, avoir un appartement, c'est une dinguerie en ce moment. Dans le domaine de l'immobilier, c'est chaud. Surtout quand tu vois les... Toi, tu vis tout seul? Non, j'ai vécu tout seul, 4 ans. Je suis retourné chez mes parents, que j'embrasse. Et voilà. Mais, et donc là, tu cherches à habiter tout seul? Oui, je pense que oui. Ça c'est dans les projets. Ouais. Ok. Et, oui, parce que tu as 37 ans, Tanguy. 38. 25. Donc là, tu regardes à acheter et donc tu te confrontes au taux d'intérêt. Tu vois les taux d'intérêt. C'est juste pas envisageable. Et je pense, comme tu disais, pour beaucoup de jeunes, ça freine vraiment cette envie d'avoir, on va dire, ce genre d'investissement financier à ce moment-là, puisque tu sais que tu vas être endetté d'une certaine somme à partir d'un moment. Donc, plein de projets comme ça, ça te freine. Et donc, finalement, l'idée de l'État de renforcer les taux d'intérêt, on va dire, des banques pour limiter l'inflation, c'est compliqué, quoi. C'est pas l'État qui gère les taux d'intérêt, c'est les banques. Oui, pardon. Ouais, la Banque Centrale Européenne, qui a décidé. La BCE. Oui, la BCE, que j'embrasse. Après, oui, c'est sûr que ça va être cher, mais impossible. C'est que c'est cher, d'acheter un appartement, mais impossible, je pense pas. Maintenant, après, faut chercher. Il y a des aides pour acheter cet appartement. Après, je saurais pas dire quelles aides, mais j'en ai entendu parler. À un moment, j'avais regardé. Pour moi, j'envisage pas prêts à taux zéro. Oui, mais je crois qu'il y avait d'autres aides. Je sais pas si c'était de l'État ou d'un autre organisme qui a aidé les jeunes à acheter des appartements ou les jeunes entrepreneurs, peut-être c'est plus ça. Non, même les étudiants, il y a beaucoup d'aides pour les étudiants. Non, mais c'était Marine Le Pen qui proposait pour les entrepreneurs de moins de 30 ans de faire un truc, je crois. Vous aimez beaucoup Marine Le Pen dans cette émission, je trouve. Non, mais bon, voilà, c'était ça de quoi je parlais. Donc, on lit les programmes. Après, faut voir. C'est sûr que ça va être difficile, mais impossible, je pense pas. Toi, Judith, est-ce que ça a été un projet de se dire j'ai envie d'habiter avec mon mec, vivre ensemble, avoir un appartement, etc. Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit? L'année prochaine, je pars à Lyon pour les études, donc je n'ai pas le choix. Donc oui, c'est sûr que l'année prochaine, je vais habiter seule. Je suis d'ailleurs en recherche active. Tu veux faire une petite annonce tant qu'à faire? Je recherche appartement. C'est vrai que quand on se fixe un budget, après c'est un peu compliqué de trouver quelque chose à nos attentes. En sachant que je vais être alternante, donc je n'aurai pas non plus un salaire énorme. Donc heureusement que j'ai mes parents pour m'aider, mais c'est vrai que c'est compliqué. Compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué d'aller vivre à Lyon alors que la personne que tu aimes est à Marseille ou...
Très bien, Merci. nous n'aurons pas de réponse à cette question. Bon, je pense aussi qu'on peut passer à ce sujet qui nous intéresse tous, mais on a parlé des taux bancaires, on a parlé des courses, mais on n'a pas parlé finalement de ce qui nous intéresse, nous, en tant que jeunes juifs marseillais. Alors, peut-être pas jeunes pour moi, mais pour le reste de la tablée. Il faut le noter. À partir du moment où tu es marié avec des enfants, tu n'es pas jeune. Très bien. Alors, Merci de. Avec plaisir. Incroyable. Je sais même pas comment je peux parler avec quelqu'un qui est encore en rattrapage. Je me posais donc la question, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est aujourd'hui encore plus dur quand on est un jeune juif pratiquant à Marseille et d'acheter, de se nourrir, d'aller à la boucherie, dans celle de Rav Madar ou dans une autre? Il suffit de voir les prix des aliments dans le cachère pour voir que c'est une vraie dinguerie. C'est pas du tout abordable. Et je trouve que c'est terrible parce qu'en plus, ça désincite, on va dire, les personnes à manger du cachère. Tu vois, il y a plein de personnes, je pense, qui vont arrêter de manger cachère simplement en voyant le prix, par exemple, je sais pas, d'un paquet de surimi, tu vois, tu vois 8 € là-bas, tu te dis, après, c'est 8 € les 20 surimi, quoi, tu te dis, peut-être que je vais pas les prendre, quoi, tu vois. Et c'est surtout que c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ça va, ils sont pas mal les surimi. Non, mais on fera un débat culinaire la prochaine fois. On fera un débat culinaire, ok, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est côté religieux, en tout cas, c'est terrible parce que, voilà, c'est des prix qui sont de plus en plus inabordables, que ce soit côté viande, que ce soit côté gâteau, enfin. Non, c'est vrai que ça coûte une blinde. Ça coûte vraiment une blinde. Genre le fromage folle et puis aucun rapport parce que non, moi j'achète rien. Mais le fromage. Non, voilà, moi je fais jamais les courses et tout, mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps. Donc je suis allée à Amselem ou je sais plus. Et j'ai vu le fromage folle épi qui coûtait 2 fois plus cher que en supermarché normal. Et alors qu'en supermarché normal, il n'y a pas le tampon. Bien sûr, c'est tout. Donc c'est juste ça la différence. Et est-ce que finalement vous avez autour de vous peut-être des gens qui peut-être se limitent dans l'achat de viande cachère par semaine parce que finalement c'est difficile de boucler les fins de mois? Est-ce que vous avez ce genre de... C'est sûr. Il doit y avoir même toutes les personnes qui profitent du panier de Shabbat et toutes ces choses-là. Donc c'est une réalité dans notre communauté. Souvent il y a des familles nombreuses ou même des familles qui n'ont pas forcément les moyens. On n'est pas tous riches, hein, les antisémites. mais voilà, non, c'est que c'est une réalité. Et le cachère, ça coûte extrêmement cher et pas tout le monde peut se permettre d'avoir du fromage cachère 100% ou de la viande de tous les jours ou plus de 2 fois par semaine ou pas que à Shabbat. Alors pire que ça, comment on fait pour être étudiant juif pendant Pessah? Ah ouais, ça c'est énorme. On va chez les parents. On est chez les parents. Déjà pas de papouche cadeau. Ah ouais, les papouches cadeaux. À 15 € le paquet. C'est dégueu déjà. Non, c'est très bon. Non, par contre, arrête. Non, là t'arrêtes. Prochain débat, les papouches cadeaux. Ok, moi je trouve que c'est très bon, mais c'est 15 vrai €. débat culinaire. 15 € le papouche cadeau. Et quand tu mets un papouche cadeau et dessus tu mets un surimi, comment ça marche? Tu le manges pas. Très bien, j'ai compris. Donc on peut terminer sur ce débat-là. Non mais juste, comment on fait? Est-ce qu'on rentre chez ses parents pour les fêtes? Est-ce que en vrai, il y a plein de personnes qui font ça. Pratiquement tout le monde rentre chez ses parents pour les fêtes de Pessah. Ouais. Après voilà, on compte sur nos parents pour Pessah. Eden, c'est pour ça que toi t'es rentré chez tes parents. C'était en prévision des fêtes de Pessah, c'est ça? Oui. Janvier, ça fait un peu tôt quand même. Non, je rigole. Non, mais par contre, non, c'est vrai que dans le cachère, moi je mange pas de viande et je mange pas strict cachère. Donc je vais pas H24 dans du cachère. Ouais. Mais les seules fois où je suis allée, j'ai été choquée par les prix. C'est la bûche de chèvre, par exemple. c'est fou. Qui coûte, je crois qu'elle coûtait 4,20 €. Ouais. Qui a le prix du Philadelphia? Personne ici? Non. Par contre, la rosette, c'est 7 € et ça commence à faire trop cher. Très bien. Après, c'est chacun, il décide s'il veut manger cachère. Oui, non, mais ça devrait pas être... Mais normalement, tu devrais pas te dire. Mais vous me laissez pas finir aussi. Après, moi, je pense en fait, on mange cachère par rapport à quoi? Par rapport à qu'on croit en Dieu et qu'on respecte ce que Dieu nous a ordonné, quoi, de manger cachère. Mais tu peux croire en ton budget aussi. Allez, c'est le finir. C'est moi finir. Après, disons ce qui est, c'est que le consistoire, oui. C'est le consistoire qui il a du mal à dire. Non, parce que je sais pas exactement, dites-moi si je me trompe, c'est le consistoire qui va fixer un peu les les prix, mais non, le consistoire, juste sur la viande et le poulet, il demande une redevance, je crois que c'est 1,20 € le kilo pour la viande, et 60 centimes pour le poulet. Ce qui est
Énorme. Ce qui est énorme, mais c'est pas ça qui va changer le prix vraiment de la viande du poulet. Hormis la viande, le poulet. Voilà. Il y a les comment on appelle ça, les épiceries, ceux qui ont Supercam, CLM, tout ça. Ils fixent des prix très hauts et en fait ils ont fait ça un business et moi je trouve ça un peu Rilou Lachem. Quoi? Non, pas du Rilou Lachem, mais genre c'est un peu nul, un peu mauvais. En fait, c'est nous on va manger cachère par rapport à notre foi qu'on a, et eux ils vont augmenter les prix. Des fois ça. Alors on peut dire pareil avec les restos cachères. Mais parce que les restos cachères qui augmentent leur prix. T'es pas obligé d'aller au resto parce qu'ils savent qu'on peut que manger là-bas. Non, c'est pareil. Les restos cachères ils sont comme nous, ils vont acheter dans le cachère. Donc du coup, leur prix aussi. Ok, peut-être qu'ils abusent un peu. Ils abusent, oui. Mais ils dis pas les cadnèmes à Bozen. Hier j'ai commandé, j'étais choquée. Bozen aussi, il y a de la haine dans l'air ici. Bon, du coup, voilà. Non, mais oui, il y a un souci. Des personnes à ne pas manger cachère, comme tu avais dit. Non, mais il y a un vrai souci parce qu'en fait, c'est quoi? Il y a 3 magasins qui sont prêts, Supercam, Salem et Zouaghi. Vu qu'ils savent qu'ils ont le monopole. Et Dove. Non, mais c'est un peu ça. Vu qu'il n'y a pas de. C'est le problème à Marseille, vu qu'il n'y a que ces grandes marques qui ont 4, 5, 6 magasins dans la même ville. Et je vais pas dire qu'elles entendent entre eux, mais ils mettent les prix tellement haut que comme il y a la viande, pratiquement tout le monde va l'acheter au cachère, le fromage, ils se régalent sur nous. Ils savent, et surtout à Pessard. Alors, on va le rappeler quand même dans cette émission parce que c'est important de le dire. Les paniers du Shabbat existent, création du consistoire, donc les gens peuvent se présenter et avoir un panier pour Shabbat, la distribution c'est le jeudi. Il y a aussi Mazon qui fait des distributions pour les familles, c'est 2 fois par semaine, là vous pouvez vous renseigner sur l'Instagram de Mazon. Vous avez bien évidemment le Kazim qui fait une épicerie solidaire qui est juste derrière. Bisous à Khana, tout à fait. Qui a juste une épicerie solidaire juste derrière ce bâtiment. Les gens peuvent se présenter au Kazim. On va les aider finalement, les accompagner à sortir finalement de la misère. Et surtout, ils pourront se servir dans l'épicerie. L'idée, c'est d'avoir par exemple, si un paquet de pâtes coûte 1 euro. Ils vendent 10% en fait. Exactement, ça coûte 10% à celui qui achète. Donc si on fait un panier à 200 euros, ça coûtera que 20 euros aux bénéficiaires. Donc vraiment, c'est important de le dire. Le Kazim est là pour ça. Et alors pour les étudiants, il y a un fil jeune, un fil écoute. Je crois que l'ouverture, c'est tous les vendredis. Et si effectivement les étudiants ont des problèmes psychologiques, des problèmes financiers, etc., il y a toute une journée qui leur est dédiée au Kazim et où il y aura bien évidemment des assistantes sociales qui pourraient les aider. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, et on l'a vu quand on avait fait la distribution des paniers étudiants, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait les paniers à 1 euro devant les facs, etc., qui avaient honte de se présenter devant les assistantes sociales, etc. Il faut pas. Quand les gens sont dans une extrême misère, qu'on a aidé pendant toute cette période de Covid, etc., il faut pas avoir honte de se présenter. Il y a des gens qui sont là pour ça. Nous, au Fonds Social, on récolte des dons toute l'année pour aider ces gens-là. Donc surtout, ne pas avoir honte, même si on est étudiant, je sais que c'est dur, mais il faut vraiment y aller et surtout, n'hésitez pas à le faire. J'en profite aussi parce que je prêche pour ma paroisse, mais on a des bourses qu'on distribue nous, des bourses cantines pour les enfants qui sont dans les écoles et qui n'ont pas les moyens de manger au moins un repas chaud par jour. On a des bourses vacances pour ceux qui partent dans tous les mouvements de jeunesse ici présents. Pour le BAFA. Et ensuite, donc vacances, laisse-moi finir. Les bourses pour ceux qui veulent partir en vacances, ce sont des tickets vacances qu'on distribue et les enfants peuvent partir en vacances comme tout le monde, avoir une vraie mixité sociale au sein des colos. Et enfin, des bourses handicap également parce que les handicapés ont aussi le droit de partir en vacances, etc. Et enfin, des bourses BAFA qui sont octroyées là, s'il y a une session de BAFA qui est organisée fin juin. Je sais que vous, ça vous intéresse pas les EI parce que vous êtes complètement autonome et communautariste. Donc... Je rigole. Donc voilà, les amis, merci d'avoir réagi sur ce sujet-là. C'était important d'avoir le pouls de la jeunesse sur le sujet de l'inflation. On est pile dans les temps, c'est cool. Par contre, grouillez-vous sur vos minutes quand même. Hein. On a tous une vie derrière. Merci beaucoup. Les amis, on va tout de suite passer à la minute mémoire. La minute mémoire. La minute mémoire préparée par une personne qui est vraiment excitée de faire sa minute mémoire. Hein, je dois le dire, Eden, on est content que tu aies préparé cette minute. On voit que tu voulais même pas attendre là, tu voulais partir, pleine balle. Et bah écoute, le mois des mémoires, c'est le sujet que tu as voulu traiter ce soir. On te donne la parole. Ok, alors justement aujourd'hui on est le 31 mai, c'est-à-dire qu'on touche à la fin du mois des mémoires.
Il faut savoir que chaque année, au mois de mai, on a la Fondation pour la mémoire de l'esclavage qui organise en fait ce mois de mémoire, pendant laquelle il va soutenir plusieurs projets sur l'esclavage et les traites et leur abolition. Il y a 2 dates très importantes à retenir au mois de mai qui font qu'on l'appelle le mois des mémoires. Tout d'abord le 10 mai, puisque le 10 mai 2001, on a eu la loi Taubira qui a été votée à l'unanimité par le Sénat, grâce à laquelle l'esclavage et la traite ont été reconnus comme des crimes de guerre et comme des crimes contre l'humanité, n'importe quoi. Et d'ailleurs, la France est le premier et le seul pays à avoir... On a des éléments perturbateurs au sein de ce studio. Judith, elle parle pas beaucoup, mais elle déconcentre. La France a été... C'est le fou rire technique qui arrive. Elle va durer plus longtemps. La France est le premier et le seul pays à avoir voté une telle loi. Deuxième date à retenir, le 23 mai, puisque le 23 mai 1988, à Paris, des dizaines de milliers de manifestants sont descendus dans les rues, ont fait comme une marche silencieuse pour rendre hommage à leurs ancêtres qui étaient des esclaves. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir. Bravo pour cette minute mémoire vraiment bien orchestrée, et c'est important de le rappeler, donc on est en plein dedans, super, bravo, le mois des mémoires. Judith, t'as préparé une mémoire, je crois. Non, je rigole, ça sera la prochaine émission. Tout de suite, les amis, passons à la minute culture. La minute culture. La minute culture préparée par notre amie Dina, l'indécrottable Dina. Super. Beaucoup, toujours un plaisir. Tu aimes quand je te lance comme ça, je fais des beaux lancements? Ouais, avec plaisir. Tu as décidé de nous parler de transatlantique. Oui, alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'action héroïque d'un homme qui a contribué à sauver en un an 2000 personnes menacées de connaître un destin tragique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Et cette histoire se retrouve actuellement sur la plateforme de streaming Netflix sous forme de mini-série. Donc le scénario est basé sur un roman de Julie Oranger, lui-même inspiré de l'histoire vraie de Varian Fry. Donc là, je vais vous faire un petit résumé, je vais vous expliquer un peu pour donner envie de voir la série, quoi. Donc arrivé à Marseille le 4 août 1940 avec $3000 scotchés sur sa jambe, une liste de 200 noms et des instructions bien spécifiques, Varian Fry avait été envoyé par l'Emergency Rescue Committee, une organisation humanitaire dont les membres agissaient en toute discrétion en France. Sa mission était d'aider des scientifiques, des intellectuels, des artistes et des écrivains ouvertement anti-nazis européens pour fuir l'Europe et s'installer en Outre-Atlantique. Contournant la surveillance du régime de Vichy, il est parvenu à cacher de nombreuses personnes et à les aider à fuir vers les États-Unis. Donc pour parvenir à réaliser cet exploit, l'homme a reçu l'aide du vice-consul américain à Marseille de l'époque, qui était un fervent opposant à l'antisémitisme et qui n'hésita pas à lui délivrer des milliers de visas, qu'ils soient vrais ou faux. Parmi les artistes célèbres ayant été sauvés par Varian Fry, on peut citer Claude Lévi-Strauss, Max Ernst ou encore Marc Chagall. Il y avait aussi de nombreuses autres personnalités influentes ouvertement anti-nazis, donc je parle comme de Hannah Arendt. Certains fonctionnaires du département d'État américain considéraient que ces actions étaient risquées et pourraient endommager les relations entre les États-Unis et le gouvernement en place. Donc Fry a été arrêté le 30 août 1941 par la police de Vichy et est expulsé dès le lendemain. Donc à titre personnel, j'ai adoré cette série. Elle présente Marseille sous l'occupation et met en évidence la force des résistants américains prêts à défendre les droits de l'homme. Bravo, je pense qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir parce qu'elle a fait sans ChatGPT. Je crois que c'est la première. C'est sa première chronique sans ChatGPT. Même quand elle prend la parole dans l'émission, c'est ChatGPT. Non, bravo Dina, merci infiniment. Bravo. Judith, toujours pas de minute? Non, très bien. Alors passons tout de suite à la minute Torah. La minute Torah. Une minute Torah énigmatique. On m'a parlé d'un sujet, Dan, qui est le sujet du papillon. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sera plutôt en conclusion, on va dire, de ma présentation. Mais oui, ça s'appelle papillon, je vous expliquerai pourquoi. Déjà, avant tout, j'aimerais quand même dire que les mots Torah que je vais prononcer, c'est pour la guérison complète et rapide de Emma Hannah Battester. Voilà.
Donc je vais juste vous parler très rapidement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'épisode des explorateurs dans la Torah. Est-ce que ça parle à certaines personnes ici, voilà. Donc il y a eu à un moment donné pour Moshe en fait une intervention divine. On lui a dit d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. Donc c'est marqué dans la Torah qu'il fallait envoyer des hommes pour explorer le pays. Et ça a été pris comme une mission d'espionnage finalement pour aller espionner le pays. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, c'est quoi la différence entre un explorateur et quelqu'un qui va espionner un endroit? Un explorateur, c'est... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait, il va aller dans le pays. Il va explorer quoi. Il va. Super. Merci pour cette réponse. Non, il va aller dans tout le pays. Oui, voilà. Regarder comment c'est ça. Il se montre. Enfin, il va pas se cacher. Ils se font dans la masse l'espion. Voilà, il y a un côté quand même assez négatif sur l'espion qui n'est pas relié à l'explorateur. Quelqu'un qui va explorer, quelqu'un qui part en touriste dans un pays, c'est plus pour aller observer les beaux paysages, qui va vraiment regarder les bons côtés. Par curiosité. Voilà, par curiosité, qui va vraiment pousser, il va vraiment chercher tous les bons côtés de l'endroit, alors qu'un espion, au contraire, il va essayer de rechercher les défauts de l'endroit, il va essayer de voir les points faibles, et pour savoir où s'infiltrer, etc. Donc cette mission, elle n'a pas été menée à bien, puisque tout simplement, c'était pas les bons, on va dire, les bons trucs qui ont été recherchés finalement. Et donc ces espions, bons objectifs. Ces bons objectifs, merci beaucoup. Et donc finalement, ces espions sont morts tragiquement. Voilà, parce que c'était pas la mission qu'on leur avait donnée. C'est pareil en fait, j'aimerais vraiment faire un parallèle par rapport à ça, par rapport à nos vies, tout simplement. Savoir quand vous rentrez chez vous par exemple, que vous soyez un homme marié avec des enfants et très jeune malgré tout, ou alors un étudiant qui vit dans sa famille, est-ce que vous rentrez avec un esprit on va dire d'explorateur chez vous, un esprit d'espion? Est-ce que vous rentrez avec un esprit de voir le positif chez vous? C'est-à-dire, est-ce que vous rentrez en vous disant, bon, c'est un peu le bordel dans la maison, mais bon, quand même, voilà, j'ai une famille qui va me préparer à manger, j'ai quand même mon frère et ma soeur qui m'aiment, mon père, ma mère, etc. Ou est-ce que vous rentrez vraiment avec un esprit critique dès le départ? À vous de choisir, voilà, finalement, vers où vous vous engagez. C'est là où je rejoins avec le papillon ou la mouche. Donc le papillon, voilà, pour l'image, simplement, c'est à vous de décider l'environnement que vous allez butiner. Si vous décidez de avoir un bon œil sur votre vie, et donc de vous dire, finalement, dans mon environnement, je décide de voir les fleurs et donc d'être comme un papillon, vous verrez les portes s'ouvrir et je pense que vous apprécierez beaucoup plus votre vie. Par contre, si vous vous comportez comme une mouche à essayer de regarder que les déchets à traîner par là, vous allez en payer les frais. Voilà, tout simplement. Bravo. En tout cas, on connaît les mouches à merde autour de cette table. Je rigole. Passe tout de suite à la minute promo. La minute promo. Minute promo, comme vous le savez, on donne toutes les informations qui représentent les mouvements, le plus d'infos possible. On se dit où est-ce qu'on retrouve ces informations sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui il n'y a que les réseaux sociaux pour trouver ces informations, et les pigeons voyageurs. Dina, le Dror. Alors, donc voilà, moi je vous présente le Marrakaites qui aura lieu du 9 au 26 juillet à Bordeaux. Ce sont pour les enfants de 7 à 16 ans. Donc voilà, on est en train de le préparer, ça va être une grosse folie. Les places sont limitées, donc il faut s'inscrire au plus vite. Toutes les informations sont sur Abodror Marseille. Abonyme Dror Marseille sur Insta. Abodror Marseille. Abodror Marseille. Ah ouais. Pour les abos. Vous êtes vraiment le temps que les EI se mettent au clair. Allez, je vais passer la parole à Olami. Alors du coup oui, côté Olami, il y a du mouvement pour cet été en tout cas. Pendant le mois de juin, il va y avoir des randonnées côté Calanque, il va y avoir du canyoning, aussi une soirée contrée qui va être organisée. Donc voilà, tenez-vous au courant avec les différents réseaux Instagram que je vous Olami juste après. il Également il y a pendant teasing et tout petit teasing. Ouais. Et en juillet, une soirée casino normalement qui est prévue. Je pense qu'on n'a pas encore les dates, mais le 2 peut-être. Alors Dina me transmet du Dror. Dina du Dror me transmet dans l'oreillette. Elle est partie espionner. C'est ça. Non. Mais voilà, à vérifier. Et sinon, bien évidemment, comme d'habitude, la cafette entre midi et 2, on vous attend nombreux. Et la scène des confs, voilà, au 33 boulevard Baye, ça se passe, donc à Olami Marseille, meilleur endroit où aller, bien évidemment. Et sur Instagram, Olami Marseille. Olami Marseille sur Insta. Merci Dan. Section Florida, est-ce qu'il y a des événements? Est-ce que on peut teaser un peu ce qui se passe 3e semaine de juin ou pas? Eh bien juste tenez-vous au courant sur notre Instagram Section Florida, comme ça se prononce. Ouais. Pour une grosse soirée vers plutôt mi ou fin juin, à partir du 19 juin en tout cas, ça c'est sûr. C'est trop sombre. Il nous faut des détails. Elle nous laisse dans le suspense. Déjà, est-ce que c'est un rapport avec le GF?
Ah, peut-être. Je sais pas encore. Je sais pas. Je suis sûr que Léo Benamou serait arrivé à l'heure, il nous aurait donné l'info. Ça, c'est très possible, mais je ne suis pas Léo Benamou. Très bien. Les EI Nous, les EI, on continue une activité une semaine sur 2. Il y a eu l'activité ce dimanche, donc normalement dans 2 semaines et dans 1 mois, avant les camps. Après, on a les camps durant le mois de juillet qui sont malheureusement complets. Oh là là Mais là 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 là. Vous pouvez nous suivre pour l'année prochaine. Ouais. Et là, vous n'allez pas encore tripler ou quadrupler des camps? Là, on a déjà 3 camps chez les 12-16 ans et 2 camps chez les 6-11 ans. Ok. Mais probable qu'on quadruple l'année prochaine. Oh, bien sûr. Ok. Et à la rentrée, le 10 septembre 2023, on fête les 90 ans des îles Marseille. Robert. Ouais, Marseille, les îles Marseille de Robert Gamson. Ouais. Et du coup, vous pouvez avoir toutes les informations sur le compte Instagram EIFMRG. Génialissime. Merci pour toutes ces informations. Je vais quand même donner une information importante, les amis, parce que je vous ai mis dans la sauce. Vous savez que la personne la plus connue du monde entier sera à Marseille mi-septembre. Et je pèse mes mots quand je dis la personne la plus connue du monde. Qui est la personne la plus connue du monde? Quoi? Mi-septembre, t'as dit? Ouais. Mi-septembre. Ouais. Pas encore moi déjà. La personne la plus connue du monde. Michael Jackson est mort. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas lui. L'émission est finie, donc on va pas durer. Alors non. T'as dit quoi? Ah non, c'est là. T'as dit qui? Beyoncé. Beyoncé, je crois. Non, pas Beyoncé. Comment il s'appelle? Elon Musk, non, toujours pas. Encore plus connu. Plus? Eh ouais, plus connu encore. Dieu. Jeff Bezos. Alors on est sur le même champ, mais c'est pas Dieu. Quelle nationalité? Je sens qu'on va être très déçus de la réponse. Je le sens aussi. Je sais pas qui. Quelqu'un qui te remplace? Non. Très bien, je ne suis pas le bienvenu. Bon, vas-y, accouche. Bon, les amis, c'est le pape. Ah, mais oui. Putain, oui, d'accord. T'es là, Beyoncé. Pourquoi vous êtes déçus? Il y a Shakira qui arrive, non. Pourquoi vous êtes déçus? Parce qu'on est juifs. Attendez, ouais, il a même loué le Vélodrome pour faire une messe géante. 150 000. Ah, et tu vas y aller, bien sûr. 150 000 personnes sont attendues. Combien de juifs sur les 150 000? 2. Ok. Non, je rigole. Les deux Et pourquoi en fait je vous dis ça? Parce que en fait, ils sont du droit. très rapidement. C'est violent. J'ai fait la vanne avant lui. Incroyable. Incroyable. Pourquoi je vous dis ça, les amis? Parce qu'en fait, le Fonds social juif unifié est dans le, je dirais, le comité d'organisation de ce qu'on appelle les rencontres méditerranéennes. Non. En fait, Mais ça explique tellement de choses sur les musiques que t'écoutes en voiture. très bien. C'est trop perso. Et là, on a vraiment fini l'émission. Laissez-moi finir. Donc, en fin de compte, on va travailler sur la pluralité religieuse des rencontres méditerranéennes qui sont orchestrées donc par, je dirais, les papes, etc., évêques qui viendront sur Marseille pour faire cette semaine-là. Et ils veulent absolument travailler avec la jeunesse juive de Marseille. Ah ouais? Ils veulent créer des interscouts, par exemple. Les interscouts. Ouais, avec des scouts catholiques, etc. et des scouts fudge. Et voilà, l'idée c'est de créer pendant cette semaine-là des activités, des événements autour de la pluralité religieuse. On pourrait faire des débats même. Et je vais vous proposer plein de petits événements qu'on pourrait monter ensemble. Mais l'objectif c'est qu'on soit tous là et que tous les mouvements de jeunesse puissent participer à cette semaine-là et peut-être faire un petit selfie tranquille avec le pape. Super. Ce serait hyper drôle. Ouais. Merci infiniment les amis pour cette émission survoltée. Vous retrouvez toutes les informations de l'émission sur Radio JM Marseille, RJM by Noé sur Instagram, Radio Jeunesse Marseille. On a un podcast Spotify qui est un podcast audio et aussi vidéo. Allez liker, allez mettre 5 étoiles, allez vous abonner, allez même partager ça à tous vos amis, machin, etc. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, on aime bien le faire. Alors merci infiniment, chers auditeurs, chères auditrices, pour cette émission qui dure trop longtemps. Mais qui est incroyable. Et qui est incroyable. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Okay.